Il est peut-être le cuirassé le plus connu, le plus mythique qui soit, le fleuron du Troisième Reich. Un monstre de 50 000 tonnes auquel il n'aura fallu que quelques minutes pour rentrer dans la légende et quelques jours pour y être inscrit à titre posthume. Amis fans de grands navires ou simples curieux, je vous présente le Bismarck. Avant de parler du Bismarck, il est important de s'attarder sur ce qui s'est passé avant la création du navire et comment nous en sommes arrivés à cette classe. Tout commencera lors de la course à l'armement qui eut lieu entre l'Angleterre et l'Allemagne, avant et pendant la Première Guerre mondiale, sur laquelle je rentre en détail dans ma précédente vidéo. Sans trop rentrer dans les détails, c'est à cette période que nous verrons l'apparition de tout un tas de dreadnoughts, ancêtres des cuirassés, ainsi que des croiseurs de bataille, plus rapides, moins blindés et tout aussi puissamment armés. Cette période verra l'apparition de navires tels que le HMS Dreadnought, le navire qui rabattit les cartes de la guerre navale avec son armement principal uniforme. Les navires de l'époque disposant de quelques gros canons principaux épaulés par beaucoup de canons secondaires différents. Grand nombre de navires succéderont à ce dernier, je ne les nommerai pas tous, celui qui nous intéresse le plus ici, l'ancêtre disons spirituel du Bismarck, arrivant à Chouïa plus tard. Le navire dont je vais parler était le fleuron de la Kaiserliche Marine, le Bayern. Il sera la quintessence du dreadnought allemand lors de la Première Guerre mondiale. Il est le premier à être armé de façon standard, donc un armement à l'avant et à l'arrière, ainsi que le premier navire allemand à utiliser le calibre 380 mm en 8 tourelles doubles, comme son principal rival de l'époque, le Queen Elizabeth. Sans doute le meilleur dreadnought de cette période. En comparaison, le Bayern était plus lent mais mieux blindé, les navires bénéficiant d'un armement similaire mais le Bayern tirait beaucoup plus vite. Enfin, ce dernier était près de 20 mètres plus court que son rival anglais. Dans l'ensemble, la classe Bayern était considérée comme une très bonne classe de super dreadnought, le terme utilisé pour les derniers cuirassés datant d'avant 1922, qui en quelques années ont fait passer le HMS Dreadnought de révolution navale à simple pétard. Malheureusement pour les Allemands, leur super cuirassé ne leur sera d'aucune utilité. Ils arrivèrent peu après la bataille du Jutland, plus grande bataille de cuirassés de tous les temps, dans laquelle certains navires de classe Queen Elizabeth se démarqueront, ainsi que les croiseurs de bataille de classe Derflinger. Là aussi, je reviens en détail dessus dans ma dernière vidéo. Bref, comme nous l'avons vu, la classe Bayern ne fera pas grand chose durant la guerre et leur seule chance de briller lors d'une potentielle dernière bataille avec la Grande Fleet fin 1918 sera vite tuée dans l'œuf suite à une mutinerie ayant lieu sur une grande partie des navires allemands, la guerre étant pratiquement perdue. La suite pour ce navire et le reste de la flotte est pour le moins funeste. Toute cette dernière sera saisie par la Royal Navy et sera plus tard sabordée à Scapa Flow par les Allemands, qui ne veulent pas voir leur grande flotte aux mains des Alliés. Si cette immense perte était déjà un désastre pour l'Allemagne, le pire restait à venir, avec le fameux traité de Versailles qui brisera la marine de l'Empire en plus de l'Empire lui-même. Il leur était autorisé de garder seulement quelques vieux pré-dreadnoughts, croiseurs légers, destroyers et torpilleurs. Pas de sous-marins, pas de force aérienne et moins de 20 000 hommes en service dans la marine. Les navires laissés en service ne pouvaient être remplacés qu'une fois atteint 20 ans d'âge, tandis que tout nouveau bateau en remplacement des pré-dreadnoughts ne devait pas excéder 10 000 tonnes, sans réelle restriction sur l'armement en revanche, les alliés pensant toutes ces limites déjà suffisantes. Le mal était fait, et les graines de la rancœur furent plantées. Des années plus tard, en 1922, aura lieu le traité de Washington, sur lequel je rentre en détail dans ma vidéo sur le Dunkerque. En gros, avec ce traité, les plus grandes flottes du monde doivent être limitées en tonnage, tandis que leurs nouveaux cuirassés ne doivent pas dépasser 35 000 tonnes. En parallèle, le travail sur un nouveau grand navire allemand commence, le plus vieux pré-dreadnought datant de 1902. Nombre de designs préliminaires allaient être mis sur la table, un petit navire bien blindé, un croiseur lourd plutôt classique ou encore un navire avec 4 gros canons de 380 mm. Aucun de ces designs ne furent mis en place et le choix ne sera fait qu'en 1928, après les élections du Reichstag, afin d'avoir suffisamment de soutien financier, le projet ayant des détracteurs qui jugent inutile un tel navire alors que le pays vient de traverser une crise financière. Ce navire sera le fameux Deutschland, une classe de croiseurs / cuirassés de poche sur lesquels nous sommes revenus très souvent sur cette chaîne dû à l'importance qu'ils ont eu dans cette future course à l'armement. Rapides et armés de canons de 280 mm, ils auront un rôle de raider qu'on peut traduire de pillard, attaquant les convois, répondant aux croiseurs et capables de fuir les cuirassés, même si leur rôle est, pour le moment, de redorer le blason de la Reichsmarine. En réponse à ces navires, les Français mettront en chantier le Dunkerque, plus gros, mieux armé et plus rapide. Ce dernier représente un pont entre gros croiseurs et cuirassés. Les Allemands designeront dans le même temps la classe Scharnhorst, inspirée des croiseurs de bataille en construction lors de la Première Guerre mondiale, mais gardant les 280 mm des Deutschland. Les Français lanceront en parallèle le Strasbourg, seconde unité de classe Dunkerque, tandis que l'Italie répondra avec leur cuirassé de classe Littorio, officiellement de 35 000 tonnes et armé de 9 canons de 381 mm.
Les Français répondront alors avec la classe Richelieu, similaire au littorio en blindage, armement, poids et vitesse. Les Allemands, de par une conférence tenue secrète avec les Anglais, auront l'autorisation de disposer d'une flotte d'un tonnage équivalent à un tiers de la Royal Navy, et levant les restrictions du traité de Versailles. Ils lancent aussitôt la construction du Scharnhorst et de son sister ship le Guneisenau. Les travaux sur le Bismarck, qui avaient déjà commencé en secret, iront alors bon train jusqu'à l'annonce, en réponse au Richelieu, du lancement de 2 unités, le Bismarck donc et le Tirpitz. Les Français annonceront l'arrivée du Jean Bart pour contrer cette nouvelle menace. Alors les Italiens annonceront l'arrivée de 2 nouvelles unités de classe Littorio, annonce à laquelle les Français répondront par la construction de 2 autres unités de classe Richelieu. La guerre se rapproche. Encore. Maintenant, revenons-en au Bismarck, car comme je l'ai dit, les travaux avaient déjà commencé avant même la conférence. Les premiers designs voyaient un navire d'un blindage similaire à ses rivaux, quoique plus adapté à un combat rapproché, comme le voudrait la logique d'une guerre navale en Atlantique ou en mer Baltique. L'armement principal devait à ce moment être composé de 8 canons de 330 mm. En effet, nous ne savions pas encore quel calibre les littoriaux embarqueraient, et la rumeur disait qu'ils n'excéderaient pas les 340 mm, sans même parler des futurs traités déjà prévus qui devaient encore limiter l'armement des futurs cuirassés. Il ne fallut que peu de temps avant que l'annonce que les cuirassés italiens disposent de canons de 381 mm tombe. À ce moment, on savait que la réponse française serait équivalente. Les discussions autour d'un canon de 380 ou de 406 commencèrent à être plus sérieuses, en dépit des limites de 35 000 tonnes imposées. C'est au moment que le Richelieu fut annoncé officiellement avec des canons de 380 mm que le choix d'utiliser un calibre similaire fut décidé. Le navire sera équipé de 8 canons de 380 mm, comme son ancêtre. Parlons-en de cet ancêtre d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup pensent, dont moi, avant l'écriture de cette vidéo, le Bismarck n'est pas vraiment inspiré par le Bayern, il est en réalité bien plus proche du Scharnhorst qui est lui-même une sorte de continuité des croiseurs de bataille Mackensen, non terminés lors de la Première Guerre mondiale, et Ersatz-York, continuité de ces mêmes navires. La forme générale du cuirassé en est une inspiration directe, tout comme la lourde batterie secondaire et la vitesse élevée, le but étant toujours d'effectuer des raids, puis de fuir le gros de la flotte anglaise. Le schéma du blindage du navire était aussi similaire, appelé Krupp, mais le Scharnhorst sera plus lourdement blindé. Le Bismarck sera une continuité de ce design, beaucoup plus gros car devant être capable d'affronter les cuirassés rivaux. La quille du navire sera posée le 1er juillet 1936, le Bismarck était né. Dès septembre 1938, la coque était déjà presque complète, puis, le 14 février 1939 à 13h pile, la cérémonie de lancement du géant eut lieu, devant plus de 60 000 personnes. Le cuirassé de poche Admiral Scheer et le croiseur léger Nürnberg étaient même présents à l'occasion. Caméras et appareils photo étaient interdits, et seules les agences officielles eurent le droit de capturer le navire. Le Führer, Adolf Hitler, prononcera un discours poignant mentionnant notamment le fait qu'il ne peut pas donner d'autre nom au renouveau de la flotte que le nom de la figure qui créa l'Allemagne moderne, Bismarck. Ce navire est d'une importance capitale pour le pays et le moral de ses habitants, alors il est vrai que donner le nom de la figure historique la plus importante de son histoire semble logique. Le baptême du cuirassé sera effectué par la petite fille du chancelier Otto von Bismarck d'ailleurs. Petite anecdote en plus, le chantier naval Bohm und Voss lancera peu après la construction du premier cuirassé de classe H-39, souvent qualifié de Wunderwaffen, et ce malgré ses dimensions pas si folles que ça. Plus tard, l'étrave du navire sera remplacée par une version dite Atlantique, mieux adaptée à l'océan. Avant que le cuirassé ne soit achevé, son équipage prendra place, dont le commandant Lindemann, et l'entraînement pourra commencer. Le 24 août 1940, le navire rentre en service, seulement 4 mois après le Littorio, là où le Richelieu n'était pas totalement terminé. La cérémonie de lancement clôturée, le Bismarck fut prêt à prendre la mer. L'attente ne sera pas longue avant l'entraînement, qui commencera d'abord par différents tours du navire afin d'inspecter la défense antiaérienne, la batterie principale, ainsi que des séances d'entraînement dans le port, le tout permettant à l'équipage de se familiariser avec le cuirassé et entre eux. C'est le 15 septembre 1940 que le navire partira en mer pour la première fois afin d'effectuer des essais marins. La mer Baltique sera son terrain de jeu, cette dernière fut utilisée durant les essais de presque tous les navires allemands pendant la guerre, car très sécuritaire et protégée. Le tout se passera bien malgré un contact avec un remorqueur, sans conséquence pour les deux navires. Au soir, le navire amarrera devant le canal de Kiel qu'il traversera le lendemain, ce dernier reliant la Baltique et la mer du Nord. C'est à ce moment que furent repérés des avions britanniques. Le Bismarck ouvre le feu mais malgré 300 coups tirés, aucun ne touchera de cible. Le lendemain, le navire passera le canal avant d'atteindre le bout le 17, où il restera une semaine pour récupérer des provisions et calibrer son armement. Il atteindra ensuite Gotenhafen, anciennement Gdynia en Pologne, où il effectuera de nouveaux essais dans le golfe de Danzig. Fin octobre, il fut prêt à partir à toute vitesse. Les moteurs qui devaient développer 138 000 chevaux en développeront finalement 150 000. Le navire sera capable d'atteindre les 30 nœuds contre 29 prévus. Le Bismarck était donc plus rapide que tout cuirassé de la Royal Navy. Les tests de batterie principale seront effectués mi-novembre, puis le navire repartira pour Hambourg. Il fut peint du classique camouflage strié allemand, les swastikas furent peints sur la proue et la poupe du navire pour permettre aux avions de le reconnaître. Puis l'équipage fut libéré pour Noël, qui sera pour nombre d'entre eux le dernier.
Après un départ retardé dû à la glace présente dans le canal, en plus de l'épave d'un navire marchand, le cuirassé partit d'Hambourg le 6 mars 1941. Après quelques problèmes ainsi qu'une attaque aérienne anglaise sans conséquence, le navire partit de Kiel le 17 mars. A ce moment, le haut commandement naval allemand souhaitait créer un gros groupe de bataille compris de leurs 4 cuirassés. Mais le char Norse était en cale sèche jusqu'à juin pour réparation. Il était à Brest avec son sister ship le Guneisenau, sortant d'une opération dans l'Atlantique où ils ont coulé pas moins de 180 000 tonnes de navires. Le Tirpitz, lui, était encore en essai. Plus tard, il fut donc décidé d'envoyer le Bismarck dans sa première mission de raid, accompagné du croiseur lourd Prinz Eugen. Le Guneisenau devait les rejoindre un peu plus tard. Mais le succès des jumeaux terribles avait un coût. Les convois étaient maintenant bien mieux protégés, la stratégie aurait donc été d'envoyer le Bismarck se frotter à l'escorte, laisser les jumeaux s'occuper des navires de ravitaillement, puis fuir avant que le gros de la Royal Navy ne rapplique, car, et il faut bien le répéter, le rôle du Bismarck c'est avant tout de faire des raids tout en étant capable de résister aux coups, pas de casser du cuirassé anglais à tour de bras. Malheureusement pour ce plan, les Britanniques qui savaient que les jumeaux étaient à Brest se doutaient qu'une grosse opération était en préparation et décidèrent de bombarder les navires à quai. Et après plusieurs jours d'attaque, ce fut un succès. Le Guneisenau sera touché par bombes et torpilles et devra entrer en cale sèche pour réparation qui dureront plusieurs mois. Le Bismarck et le Prinz Eugen étaient maintenant les seuls grands navires allemands disponibles pour quelque temps. Malgré tout, l'état critique de l'Angleterre à ce moment, combiné à une peur que les USA entrent en guerre, poussèrent les Allemands à utiliser leurs navires avant que les jumeaux ne soient prêts à l'automne. Une décision qui peut se comprendre, laisser l'Angleterre souffler quelques mois ne fera que renforcer sa position. Le Bismarck et le Prinz Eugen pourront effectuer une tactique de hit and run, donc attaquer un convoi et se cacher dans l'immensité de l'Atlantique. Après une rencontre entre l'amiral de la flotte, Günther Lutyens, et commandant en chef de U-boat Karl Donitz, les deux hommes décidèrent que les sous-marins devront apporter un soutien au Bismarck lors de ces raids. L'opération Rheinübung fut alors annoncée. Juste avant le début de l'opération, le Prinz Eugen fut touché par une mine et devra subir des réparations, reportant la sortie de 2 semaines. Qui sait ce qui se serait passé sans cette mine. Lutyens rencontrera à Berlin le général amiral Raeder afin de lui parler de la possibilité de reporter l'opération pour attendre le char Norse ou le Tirpitz. Raeder refusera, disant qu'il était impératif que la bataille de l'Atlantique reprenne. Après une visite d'Hitler sur les navires, puis un autre problème sur le Bismarck décalant de nouveau le départ, l'opération fut finalement lancée le 18 mai 1941, presque un mois après la date de départ initiale et à peine moins d'un mois avant la remise en état du char Norse. Dès le départ, les problèmes commencèrent. L'un des tuyaux à mazout cassera et le Bismarck partira avec 200 tonnes de carburant en moins. Rien de bien méchant malgré tout, en apparence. Après le départ, le capitaine annonça donc que le navire partira pour l'Atlantique pour plusieurs mois afin de trouver et anéantir les convois à destination de l'Angleterre. Le navire sera plus tard repéré par un croiseur suédois qui le reportera à Stockholm. L'information fuitera à l'ambassade d'Angleterre. Lutyens, conscient de s'être fait repérer, en informera la flotte. Le groupe passera ensuite les champs de mines allemandes de la zone avant de s'arrêter en Norvège. Un arrêt pas prévu à la base, mais le temps était très clément. L'amiral préfère voyager de nuit pour ne pas être repéré. Mais repéré, il l'était déjà, et ce par l'aviation anglaise. Ces derniers décideront de scruter la Norvège pour trouver les vaisseaux allemands, une chose qui sera faite. Les Spitfire envoyés repéreront de nouveau les navires et prendront donc des photos. Pendant leur arrêt, le Prinz Eugen sera ravitaillé en carburant, mais pas le Bismarck, ce dernier n'en ayant pas besoin dans l'immédiat. Plus tard, le cuirassé sera informé que l'aviation anglaise est en alerte pour 2 grands bâtiments. 2 croiseurs seront d'abord envoyés en patrouille, le Norfolk et le Suffolk, au niveau du détroit de Danemark. Plus tard, les photos des avions de reconnaissance seront envoyées, identifiant bien les navires comme étant le Bismarck et le Prinz Eugen. Il fut décidé d'envoyer le Hood, flagship de la Royal Navy et jusqu'alors plus grand navire de guerre au monde, patrouiller autour du détroit, accompagné du Prince of Wales, un cuirassé de classe King George V, à peine rodé avec un équipage novice. Tandis que seront envoyés autour de l'Islande le cuirassé King George, bien plus expérimenté que son petit frère, accompagné d'une flotte plus conséquente. La traque fut lancée. Pendant ce temps, Hitler fut informé de la mission par Raeder. Le Führer exprimera ses réticences, lui aussi, quant à voir son flagship seul dans l'Atlantique, mais l'amiral le convaincra de continuer l'opération. Les navires, eux, font route droit vers le détroit de Danemark, puis le 22 mai à 19h22, après une fausse alerte due à des icebergs, le croiseur Suffolk fut repéré avant de disparaître dans le brouillard. Lui aussi avait repéré les Allemands. Plus tard, ce fut le Norfolk qui fut repéré, le Bismarck ouvre alors le feu. 5 salves, certaines passant près, mais aucune ne touche et le croiseur anglais disparaîtra à son tour. Durant l'engagement, la commande de tir avant du Bismarck sera endommagée par le feu de ses batteries principales. Le Prinz Eugen prendra alors la tête tandis que les croiseurs maintiendront la distance tout en surveillant l'ennemi sur leur radar. Plus tard, Lutyens décidera de poursuivre les croiseurs dans la nuit, au lieu de repartir en Norvège pour ravitailler comme il l'avait fait plus tôt dans l'année avec les jumeaux terribles, avec succès, forçant la Royal Navy à repartir et perdre une large quantité de carburant. Vers 23h, les Anglais enverront des avions de reconnaissance pour repérer l'ennemi. La nuit passera calmement jusqu'à 5h30. Le sonar du Prinz Eugen repérera 2 navires à tribord. 5h37, les Allemands repèrent ce qu'ils pensent être un croiseur léger à 35 km. 5h43, une deuxième unité est repérée. L'alarme est sonnée. Au début, ils pensent à des croiseurs lourds.
Pendant ce temps, les Anglais, en réalité le Hood et le Prince of Wales, s'approchent un 28 nœuds. Le vice-amiral Holland à bord du Hood, connaissant la vulnérabilité de son navire face aux tirs lointains, voulait se rapprocher au plus vite. Lutyens, quant à lui, était prêt à accepter le combat. 5h49, Holland ordonne d'engager le navire de tête, ne sachant pas encore lequel est lequel dû à leur forme similaire, et pensant que ce serait le Bismarck. À 5h52, le cuirassé allemand est identifié. Holland ordonne au navire de changer de cible, mais le Hood tire sur le croiseur, tandis que le Prince of Wales tire sur le Bismarck. Les deux géants anglais ne tirent que de l'avant dû à leur angle d'approche. Les Allemands voient alors qu'ils n'ont pas de simple croiseur en face. Lutyens signale alors au groupe Nord, la station navale de commande située à Wilhelmshaven, qu'il affronte deux grands navires. La première salve du Prince of Wales passe près du Bismarck, mais manque. Dès le coup suivant, le nouveau cuirassé britannique souffre de problèmes avec sa tourelle quadruple, qui ne tire pas. Les deuxième et troisième salves des deux navires auront les mêmes résultats. 5h55, la force anglaise effectue un virage, le Bismarck identifie le Hood et un classe King George. Les deux navires allemands ouvrent le feu sur le Hood à 20 km, sans résultat. À 5h56, le Prince of Wales rate encore avant de toucher le Bismarck avec une sixième salve. Elle perce le blindage du navire avant d'exploser, causant une inondation dans l'un des compartiments électriques. 5h57, le Prince Eugen touche le Hood, déclarant un incendie. Le Prince of Wales touche de nouveau le Bismarck, le géant perd une grosse quantité de carburant. Lutyens ordonne alors au Prince Eugen de tirer sur le Prince of Wales, en même temps que la batterie secondaire du Bismarck qui venait d'ouvrir le feu. Les navires allemands ont l'avantage, ils tirent de toute leur artillerie là où les Anglais ne peuvent pas utiliser leur canon arrière. 6h, les navires anglais virent à bâbord pour utiliser toute leur artillerie. Le Bismarck en profite et tire en plein flanc de son adversaire à seulement 16 km. Il touche en plein dans une réserve de munitions. Le Hood explose dans un immense déluge de flammes. On ne voit plus le navire. Les marins des deux camps sont figés. Lorsque la silhouette du navire réapparaît, sa proue est déjà presque à l'horizontale. Il tire une dernière fois. Il ne faudra que 3 minutes pour que la fierté de la Royal Navy coule après avoir été touchée, tel ses prédécesseurs 25 ans plus tôt. Absolument aucun temps pour évacuer. Sur 1418 hommes, seuls 3 seront repêchés 1 heure plus tard. Mais la bataille n'était pas finie et les navires allemands attaquèrent le Prince of Wales qui dut manœuvrer pour éviter la carcasse du grand croiseur de bataille pendant que des morceaux de ce dernier pleuvent sur la cuirasse de son allié esselé. Il devint alors une cible facile. 6h02, un tir du Bismarck touche la superstructure du cuirassé anglais, tuant tout le monde sauf le commandant et un autre homme d'équipage. Nous sommes à seulement 14 km et les canons antiaériens des deux navires allemands tirent eux aussi sur le Prince of Wales. 6h03, ce dernier déclenche sa fumée et fait demi-tour. Les deux camps tirent mais plus rien ne touche. 6h09, la dernière salve est tirée. Les Allemands décidèrent de ne pas finir le cuirassé anglais blessé et peu fiable, Lutyens préférant éviter la confrontation avec le gros de la Royal Navy. Lindemann en revanche aurait voulu finir le Prince of Wales. A la fin, Lutyens annoncera que le Hood a coulé et qu'un cuirassé touché avait fui tandis que deux croiseurs restaient en contact. Durant la bataille, le Prince Eugen ne sera pas touché. Le Bismarck lui sera touché 3 fois, laissant une grosse flaque de mazout derrière lui et gitant légèrement car Lutyens préférait ne pas ralentir. La vitesse du navire passe de 30 à 28 nœuds. Cette grosse perte de carburant changera le cours de la mission. Le consensus actuel veut que Lutyens, comme Lindemann aurait voulu, ordonne de finir le Prince of Wales esselé, le navire ayant montré qu'il n'était pas fiable tout en sachant que les renforts n'arriveraient pas tout de suite. Lutyens choisira alors de couvrir la retraite du Prince Eugen qui continuerait les raids seul. Quant à la destination du Bismarck, le choix devait se faire entre la Norvège et la France. La première option se serait faite en passant par le détroit de Danemark, faisant donc un grand tour mais ayant moins de chances de confrontation. Le deuxième passage, par les îles Féroé, rendait les chances de croiser la flotte anglaise bien plus élevées, mais était une option plus rapide. Le choix de rentrer en France, comme plus tôt dans l'année avec les jumeaux terribles, en passant par l'immensité de l'océan, paraissait plus logique en pensant aux ordres de Raeder qui voulaient continuer la bataille de l'Atlantique. Le navire s'y réparait à Brest, pouvant rapidement reprendre sa mission. Pour résumer, soit on préserve le cuirassé et on laisse aux Anglais le temps de souffler, soit on tente de reprendre le combat au plus vite. Mais au risque de perdre le navire le plus important de la flotte, sur seulement 4 cuirassés dont 2 sous-armés. À prendre en compte que Lutyens avait dans tous les cas prévu de couvrir le Prince Eugen afin que ce dernier puisse continuer la mission. Le choix final se portera sur un retour en France qui consommera certes plus de carburant mais permettra de rapidement reprendre le combat une fois le navire réparé. Après avoir fait un rapport des dégâts subis par le cuirassé, Lutyens décidera d'effectuer une manœuvre qui permettra de cacher la retraite du Prince Eugen pour que ce dernier reprenne la chasse au convoi. Le Prince of Wales et les deux croiseurs restant derrière à portée de radar. Pendant ce temps, la Royal Navy rapportera la perte du Hood et préparera la chasse aux monstres. Toutes les unités disponibles seront lâchées et l'escorte de certains convois comprises, dont le cuirassé Rodney tandis que le King George était en route. Côté allemand, la manœuvre du Bismarck fut préparée. Il allait tourner à tribord et faire face au Prince of Wales, au Norfolk et au Suffolk, tandis que le Prince Eugen file tout droit à pleine vitesse, avant de changer sa course pour repartir dans l'Atlantique et être ravitaillé en carburant. Pendant ce temps, Dönitz ordonnera à ses U-boats l'arrêt de la chasse au convoi afin d'aller épauler le Bismarck. Lutyens lui demandera de rassembler tous ses sous-marins afin de tendre un piège à la flotte anglaise. La première tentative de diversion échouera, le Suffolk étant trop proche, puis une deuxième tentative sera effectuée plus tard, une réussite.
Le Prince Eugen continue sa route et le Bismarck fait face au navire anglais. Il engage d'abord le Suffolk qui lâche son écran de fumée. Puis à 18h30, il engage le Prince of Wales à longue distance. Après 9 salves, aucun des deux géants ne touche l'autre et il cesse le feu à 18h56. 21h, la situation en carburant du Bismarck devient inquiétante. Il ne reste plus que 3000 tonnes de mazout, tandis que 1000 tonnes ne peuvent être récupérées dû à l'inondation subie plus tôt. Le navire doit continuer tout droit et moins vite pour aller en France. Ordre est donné aux U-boats de patrouiller autour de la zone où le Bismarck avance. Le lendemain, à 15h09, ordre est donné au porte-avions HMS Victorious de se rapprocher pour lancer une attaque aérienne à la torpille. 3 biplans Swordfish seront équipés de radars sur 9 attaquants. 22h10, le porte-avions lâche la meute. 23h50, contact radar, mais ce n'est qu'un garde-côte US. Le Bismarck tout près repère les avions, ouvre le feu et augmente sa vitesse. L'un des Swordfish se perd dans les nuages tandis que les 8 autres attaquent. Le géant esquive les 6 premières torpilles mais une touchera la ceinture, qui résiste à l'explosion, mais le souffle tuera un marin. Aucun avion ne sera battu malgré un feu continu. Après cette attaque, le Bismarck ralentira jusqu'à 16 nœuds, réduisant petit à petit la distance entre le cuirassé allemand et ses poursuivants. À 1h31, le Prince of Wales et le Bismarck échangent de nouveau des coups, sans résultat dû à une mauvaise visibilité. Peu après, un joyeux anniversaire fut acclamé à Lutyens, le moral est là chez les Allemands. Les Anglais commencent eux à zigzaguer par peur des U-boats. 3h, le Bismarck effectue une manœuvre audacieuse similaire à celle effectuée pour couvrir le Prince Eugen. La formation ennemie n'y voit que du feu, et à 4h01, le Suffolk annoncera avoir perdu le contact. 7h, Lutyens, ne sachant pas que sa manœuvre a marché, annonce au groupe Ouest basé à Paris et ayant pris la relève du groupe Nord que 3 navires gardent le contact. 8h46, le groupe Ouest envoie un message pour dire que les Anglais ont perdu le contact, message qui ne sera pas reçu. 9h, Lutyens envoie un message disant que l'ennemi possède de très bons radars, ne pouvant désengager sous quelque condition que ce soit. Il dira aussi quels sont les dégâts subis et que le Hood a coulé. Enfin, il dira que leur commande de tir est prompte à subir des problèmes. 11h52, Raider souhaite un joyeux anniversaire à Lutyens. Ce dernier annonce la couleur dans un discours par haut-parleur. En résumé, il dit qu'une grande victoire fut remportée en coulant le Hood. Le Prince Eugen continue la mission, mais la flotte entière est à nos trousses et nous avons subi des dégâts. Il finira en disant que leur cri de guerre sera la victoire ou la mort. L'équipage, qui n'est pas dupe, commence à comprendre que rien ne va plus. Le capitaine remontera le moral un peu plus tard dans un autre discours. Plus tard, Hitler lui-même enverra ses meilleurs vœux à Lutyens. Pendant ce temps, l'équipage créera une cheminée factice afin d'essayer de tromper l'ennemi en cas de repérage. Au matin du 26 mai, les tourelles sont peintes en jaune, puis à 10h10, le Bismarck est repéré. Il passe proche d'abattre l'avion de reconnaissance qui réussira à fuir. 10h30, l'avion signale les coordonnées du cuirassé, mais les forces anglaises sont trop loin, le seul gros navire pouvant intercepter le Bismarck étant le croiseur de bataille Renown, similaire au Hood mais moins blindé. Les Anglais ne veulent pas prendre le risque. Le dernier espoir réside donc dans les Swordfish du porte-avions Ark Royal. 14h50, la force d'attaque décolle. 15h50, le navire est détecté, l'attaque est lancée. Mais ce n'est pas le Bismarck, c'est le croiseur Sheffield qui s'était éloigné pour garder le contact avec le cuirassé. Heureusement, aucune des 11 torpilles ne touchera le croiseur. 17h, les avions atterrissent non sans mal dû aux conditions météorologiques compliquées. À 17h40, le Sheffield a le contact visuel sur le cuirassé. Il reste aux avions une toute dernière chance avant la nuit avant que le Bismarck ne rentre le lendemain. 19h40, 15 Swordfish sont envoyés. 20h47, l'attaque est lancée. Le Bismarck ouvre le feu. Il a beau toucher les avions, il n'en abat aucun. S'il y a bien une chose qui caractérise le Swordfish, c'est sa solidité. Ils réussissent à toucher le Bismarck. Une torpille touche la ceinture sans grande conséquence, mais la deuxième touche l'arrière du navire, bloquant les deux gouvernails à 12 degrés. Le cuirassé tombe tout seul. Les Anglais auront eu la même chance que les Allemands quelques jours plus tôt. Lutyens enverra un message, navire impossible à manœuvrer, nous combattrons jusqu'au dernier obus. Longue vie au Führer. En effet, l'impact causera une inondation rendant toute réparation impossible dans le compartiment. À 21h45, le baroud d'honneur du Bismarck commence. Il tire sur le Sheffield, manque mais des éclats toucheront le navire et détruiront le radar, en plus de tuer 3 hommes. Le navire sort son écran de fumée pour fuir. À 22h, les destroyers approchent. 22h38, le Bismarck tire sur ces derniers sans réel dégât infligé. Dans la nuit, les destroyers tentent d'attaquer le géant blessé, mais le temps est très mauvais. Aucune torpille ne passe et le Bismarck se défend bec et ongle. Il faudra attendre le lendemain. Le lendemain, justement, le 27 mai à 7h, 16 torpilles auront été tirées sans résultat. Puis, à 8h43, le HMS Rodney et le HMS King George V repèrent le Bismarck à 23 km. 8h47, ils ouvrent le feu. 8h49, le Bismarck répond. Quelques minutes plus tard, les croiseurs rejoignent la fête. Le Bismarck réussit à ajuster le Rodney, mais à 9h03, un tir de ce dernier pulvérise la superstructure, tuant presque tout le commandement du navire, dont Lutyens et peut-être même Lindemann selon les sources. Le tir détruit aussi la commande de tir des tourelles avant. 9h13, c'est la commande de tir arrière qui est détruite, cette fois par le King George. Le Bismarck tire à la lunette. À 9h21, la tourelle D implose après l'explosion de l'un de ses obus. 9h27. Les tourelles avant tirent une dernière fois.
9h31, elles sont suivies par la tour LC. Seuls quelques canons secondaires tirent encore. Le Bismarck reste à flot mais ne peut pas répondre au feu incessant des Britanniques. Ordre est donné de s'aborder puis d'abandonner le navire. Les cuirassés anglais se rapprochent alors du géant mort debout et continuent de faire pleuvoir les obus. La tour LB explose, le navire ressemble plus à une carcasse flottante qu'au majestueux cuirassé qu'il était. Le Rodney le touchera même d'une torpille. À 10h, les tirs continuent, le navire n'est plus qu'une immense forteresse en flammes. Plus aucun canon n'est en marche, les structures s'effondrent sur elles-mêmes. Mais comme habité par son propre esprit, le Bismarck ne veut pas couler, il veut partir sur ses propres termes. À 10h16, les cuirassés cessent le feu, plus de carburant, ils doivent repartir. Les croiseurs s'approchèrent à 2 km seulement et tirèrent leurs torpilles sur le géant fumant sur lequel le mât était encore debout, un drapeau de combat encore brandi, la seule chose encore en état sur le navire. Puis, à 10h39, le navire prend enfin la gîte et coule. 1h30 après le début de la bataille, seulement 3 jours après avoir coulé le HMS Hood d'un tir chanceux. Winston Churchill annoncera la nouvelle dès 11h. C'était une victoire bien réconfortante au vu de la situation. Quelques survivants seront repêchés par des croiseurs anglais, puis par des U-boats, puis d'autres plus tard par un croiseur espagnol. Mais sur près de 2200 hommes d'équipage, ce furent seulement 115, ainsi que l'insubmersible Sam, connu aussi sous le nom de Oscar, le chat de l'un des matelots, qui survivront à la bataille. Hitler n'apprendra la nouvelle que le 6 juin, et sera notamment déçu que le Bismarck n'ait pas au moins détruit le Prince of Wales, ce qui aurait quelque peu compensé sa perte. Ce vœu sera plus tard exaucé par les Japonais. La perte du Bismarck sonnera le glas de l'utilisation du grand navire de ligne pour les raids. Le Tirpitz en sera l'exemple parfait. Il restera ancré dans son fjord, son ombre planant des années durant sur les convois. De nombreuses opérations seront mises en place pour le couler, mais aucune ne réussira avant fin 1944 et l'usage de bombes sismiques. La reine solitaire du Nord, de son doux surnom, jouera un rôle clé dans l'ombre malgré son apparente inutilité. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Le Bismarck, mais aussi le Char North et le Gneisenau nous montreront que le cuirassé avait toujours une certaine utilité dans l'Atlantique, même avec l'avènement du porte-avions et du sous-marin. Mais ils nous prouveront aussi que pour mettre à profit tous leurs avantages, leur utilisation devait être parfaite. Mais à la guerre, jamais rien ne se passe comme prévu. Le Char North et le Bismarck en paieront justement le prix fort.